parole à Alexandra Bidet, qui est sociologue et qui va introduire cette séquence. Merci infiniment pour cette invitation. Alors, je suis tout particulièrement heureuse en tant que sociologue du travail de participer à cette journée, car je suis vraiment ravie de voir à l'honneur cette question, celle du travail, dans sa matérialité la plus concrète, là où souvent les débats sur l'écologie s'en tiennent plutôt à nous rappeler, à nous appeler, à nous reconnecter de façon sensible au vivant, mais sans toujours porter attention justement au travail, à nos activités productives, qui pourtant savent ce vivant chaque jour davantage, et des activités que nous ne saurions pour autant évidemment simplement abandonner d'un trait de plume, puisqu'elles engagent, on l'a déjà un petit peu dit, rien de moins que nos manières, individuelles comme collectives, d'habiter le monde, et ce faisant aussi à travers cela de nous produire comme individus. Alors, dans les 10 minutes qui me sont imparties, j'aimerais souligner peut-être 3 aspects de l'enquête. Voilà, qu'est-ce que l'enquête? C'est la question qui m'a été soumise. Alors, j'évoquerai à la fois la nécessité de l'enquête, mais aussi ce qu'elle requiert, à la fois de nous, mais comme appui, notamment institutionnel, et ce qu'elle produit aussi. Qu'est-ce que l'enquête cultive, notamment? Mais d'abord, pourquoi parler d'emblée d'enquête? Alors, peut-être pour rappeler que travailler, c'est déjà toujours enquêter. C'est là, on pourrait dire, un des enseignements de la sociologie. Les personnes, à un certain point, sont toujours déjà prises dans des enquêtes de toutes sortes, sont toujours déjà en train d'enquêter, des enquêtes qui peuvent être ponctuelles, continuées ou en pointillé, et ce, tout particulièrement au travail, où on est sans cesse en train de se demander qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ensuite, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire dans la suite de notre activité. Et en ce sens, le travail pourrait même figurer un petit peu le modèle de l'activité humaine intelligente, mais aussi une école de démocratie, car nous y sommes amenés peut-être de manière encore plus continue qu'ailleurs à essayer de prendre continuellement en compte les conséquences directes et indirectes de nos agissements, de nos initiatives, à explorer, à expérimenter, à tâtonner en commun, à nous méfier aussi des solutions rapides, à nous montrer curieux, à chercher, pourrait-on dire, et à tirer les leçons de l'ambiguïté, et cela, bien souvent, collectivement. Mais en même temps, cette dimension d'enquête, elle prend aussi évidemment une nouvelle ampleur avec l'Anthropocène, avec ce moment historique qui est sans doute aussi troublant que celui qui a vu l'apparition des enquêtes ouvrières au XIXe siècle face au bouleversement de la révolution industrielle et de l'urbanisation. Le Play, Buret, Marx, tout le mouvement journalisme industriel, toutes les galaxies aussi de réformateurs sociaux ont été à l'origine, alors on pourrait dire, des sciences sociales. En même temps, évidemment, on n'est plus au XIXe siècle. Depuis, les sciences sociales ont évolué, elles sont devenues beaucoup plus collaboratives, moins en surplomb, elles n'opposent plus nécessairement les savants d'un côté et les travailleurs de l'autre, elles accompagnent la réflexivité des acteurs, des professionnels qui, à tout niveau hiérarchique, on l'a déjà rappelé, sont bien les premiers connaisseurs de leur activité, des situations, des contextes, des matériaux qu'ils manient au quotidien. Et c'est aussi une évolution, bien sûr, qui renvoie à la progression dans nos sociétés des aspirations démocratiques en matière de gouvernance, aspirations qui sont particulièrement vives et incontournables, évidemment, dans le domaine de la transition et de la redirection écologique, qui ne peuvent cheminer, qu'il s'agisse de rediriger des activités, des organisations ou des territoires, qu'en prenant en compte les attachements et les compétences d'enquêteurs de chacun. Car, en effet, l'Anthropocène suppose de développer une réflexivité inédite, dont on peine sans doute encore à prendre vraiment la pleine mesure. Alors, on le sait bien sûr à un certain point, mais il s'agit de gagner en sensibilité aux effets de nos activités productives, effets synergiques, systémiques à toutes les échelles, sur la biosphère, sur la planète, mais aussi à un certain point sur nous-mêmes, évidemment, pour essayer de réfléchir à ce que nous désirons, ce que nous pouvons et désirons vraiment encore produire, et comment, aussi bien dans les entreprises que dans les organisations, dans les territoires, dans toute forme d'organisation productive. Et il me semble, pour soutenir les formes de compagnonnage que cela suppose entre des enquêtes savantes, celles des sciences, des scientifiques en titre, pourrait-on dire, mais aussi les enquêtes de tout un chacun au sein des maisonnées, et toutes les enquêtes professionnelles et ou publiques au sein des entreprises, administrations, des collectivités, des ZAD, des associations, des comités divers et variés. Il me semble pour cela qu'on gagne à se représenter tout travailleur en enquêteur. En enquêteur, c'est pas uniquement évidemment, on l'a un petit peu dit, simplement une question de pensée, de cogitation, mais vraiment en enquêteur incarné avec ses 5 sens.
c'est, il me semble, à la fois plus juste, mais aussi plus productif, dans une perspective de redirection écologique, car apprendre à voir tout travailleur comme un enquêteur multiplie les occasions de s'associer les uns aux autres, d'explorer ensemble, et ainsi les prises pour dépasser le caractère segmenté et hiérarchisé des métiers, des organisations, et faire progresser les connaissances de chacun. Mais il me semble que nous avons aussi besoin, évidemment, d'autres appuis. Alors, d'abord, peut-être, il faut aussi avoir à l'esprit que cet engagement dans l'enquête, avec tout ce qu'il implique, en termes de renoncement aux activités nuisibles pour la biosphère, en termes de tri parmi nos attachements, aussi bien et indissociablement matériels et affectifs, ne peut être soutenu et soutenable que si chacun y trouve aussi des bienfaits au présent et des bienfaits durables, donc par excellence des formes d'accomplissement, des possibilités de croître et de grandir dans et par ces activités, possibilités qui seules peut-être peuvent permettre de dépasser les tensions, les dissonances, les clivages qui inévitablement surviennent en nous et entre nous quand ce qui nous importe, quand ce à quoi nous tenons dans notre activité, dans notre vrai boulot, se trouve interrogé, minoré parfois ou remis en question. Et évidemment, dans cette dynamique, le Covid a été sans doute un des premiers contextes les plus riches, en tout cas sur le plan de l'espace public, en incitation à réévaluer la valeur des activités professionnelles, de notre activité, de nos activités, et pour chacun de revisiter la sienne. Alors, c'est un processus, ce processus d'enquête, qui engage la réévaluation, évidemment, d'attachement parmi les plus intimes, qui suppose aussi une progression, une temporalité bien particulière, à distance de toutes les formes d'urgence. Ce qui veut dire aussi que nous avons sans doute besoin d'espaces-temps dédiés, partagés, cumulés, et ainsi affûter ces réflexivités nouvelles, les enrichir collectivement. Car si, je l'ai dit d'emblée, l'enquête est une disposition ordinaire de tout un chacun, pourrait-on dire, a fortiori en tant que travailleur, en même temps, la place qui lui est ménagée peut être évidemment éminemment variable, selon les contextes, selon les organisations, relativement à des façons plus traditionnelles de s'orienter que sont classiquement, si je cite un philosophe pragmatiste qui est Jean Dewey, la routine, le préjugé, l'intérêt de classe, le hasard, l'obéissance à l'autorité, l'impulsion, l'arbitraire. A contrario, enquêter, c'est explorer de façon ouverte, collaborative, des situations que l'on juge insatisfaisantes, problématiques, pour essayer d'explorer, d'imaginer ce qui pourrait y être introduit de vraiment désirable. Et cela, ça suppose de cultiver différentes qualités épistémiques qui font l'intégrité de cette dynamique d'enquête. 3 qualités épistémiques en particulier. L'ouverture d'esprit, d'abord, la capacité à explorer au-delà des routines, des silos, à accepter des suggestions nouvelles, à trouver ce qu'on n'était pas nécessairement venu chercher, et à éviter aussi, bien sûr, de clore trop rapidement l'exploration et l'enquête. Deuxième qualité épistémique, la focalisation, on pourrait dire, qui, elle, soutient la continuité et la cumulativité de l'enquête, en s'appuyant sur des formes d'inscription, bien souvent, de capitalisation, de partage dans la durée. Et enfin, troisième qualité épistémique, la responsabilité, qui désigne, elle, donc là, la capacité à accepter aussi les résultats de l'enquête, malgré leur caractère possiblement contrariant relativement aux croyances qu'on pouvait entretenir ou aux idées qu'on pouvait nourrir au préalable. Donc là, cela nous dit aussi qu'enquêter, c'est accepter de se laisser transformer par et dans l'enquête. Évidemment, ça va jamais tout à fait de soi. Donc, on le voit, toute discussion n'est pas une enquête, toute opinion est loin de recouvrir une progression, c'est-à-dire la production d'une conviction plus assurée, plus étayée sur des faits, sur des expériences mises en commun, quant à ce que l'on désire vraiment voir advenir ou voir disparaître, et aux manières d'y contribuer. Alors, je voudrais peut-être finalement, arriver au terme de mon exposé, conclure sur ce qui peut sembler une ironie de l'histoire, qui est que l'Anthropocène nous appelle, si l'on veut espérer en tout cas conserver une planète habitable, à mettre, il me semble, la question du travail comme espace d'enquête au cœur vraiment des organisations et à travers elles, bien sûr, de la cité plus largement. Ce qui est finalement une bonne nouvelle, dans la mesure où l'enquête redistribue le pouvoir en intensifiant le travail d'évaluation, attentif aux conséquences de nos activités, à rebours d'un mouvement plutôt de désinhibition à l'égard de leurs conséquences. Elle tend à démocratiser la réflexion et la décision stratégique et ainsi redonne du corps à notre démocratie. En tout cas, on peut vraiment le souhaiter évidemment et l'espérer. Elle lui redonne du corps, elle lui redonne de la consistance, et ce, depuis le travail, depuis la matérialité des activités productives,
et les façons dont, à la fois individuellement et collectivement, on y réfléchit au travail, à ce qui mérite d'être fait, comment, où et par qui. Je vous remercie. Merci Alexandra Bidet. Nous allons donner maintenant la parole à Manon Pêche et à Bastien Marchand pour une première séquence sur les grands enseignements de l'étude, donc de l'enquête Bifurcation RH. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, on a un petit temps pour vous présenter l'enquête qu'on a essayé de mener au sein de la ville de Grenoble, avec Manon notamment, et puis d'autres personnes qui prendront la parole plus tard. Et effectivement, on a essayé. Alors, je sais pas si on a été digne du paradigme de l'enquête qu'Alexandra vient de présenter, parce que le monde est très clair et très périlleux pour reprendre aussi une formule de Dewey, et donc c'est forcément évidemment des bricolages, etc. Mais en tout cas, c'est un peu les auspices sur lesquels on s'est placé dans le cadre d'un AMI lancé par l'ANAT, intitulé Écologie et Travail. Et alors effectivement, la perspective qu'on a essayé de prendre était de se dire que finalement, dans cette question-là, écologie, travail, emploi, en fait, le débat public se concentrait beaucoup sur voilà, quels sont les emplois qui vont disparaître, quels emplois vont être créés, et puis essayer de modéliser des grands mouvements de masse comme ça, de manière très, très, très désincarnée et finalement violente peut-être pour les travailleurs et les travailleuses. Et donc nous, notre parti pris, ça a été eh bien, de prendre un peu le contre-pied de ces approches-là et de partir des situations de travail des agents et des agentes de la ville de Grenoble, puisque l'enquête a été menée ici en grande partie, pour comprendre comment eh bien, les questions écologiques, alors, à la fois dans leur traduction voilà, climatique, biodiversitaire, etc., mais aussi dans les réponses organisationnelles apportées par la ville de Grenoble, eh bien, comment toutes ces questions-là questionnent, percutent, recomposent les activités de travail des agents, des agences, qui alors parfois performent ce qu'on leur demande de faire, et parfois contournent, détournent, résistent. Et aussi, c'est le deuxième point, c'est que on avait l'impression que, alors, suite au paradigme de la modernisation, disons, est en train de succéder un autre paradigme, celui de la transition, hein, pour le dire comme ça, qui est peut-être moins une métamorphose qu'une stratigraphie, hein, qui se surajoute en fait. Voilà, un ensemble de mots d'ordre qui se surajoutent aux mots d'ordre précédents, mais en tout cas, voilà, comprendre, aller derrière le rideau de ces grands mots qui sont aujourd'hui manipulés par les organisations et comprendre leur traduction très concrète dans les activités de travail et les situations de travail des agents et des agentes. On va vous présenter quelques éléments méthodologiques pour que vous compreniez en effet comment nous avons travaillé. Pour cette enquête donc, qui s'est tenue sur le vaste terrain de la ville de Grenoble, avec les nombreux métiers que nous avons donc pu identifier puis enquêter. Donc le point de départ, nous avons collectivement choisi, je dis bien nous avons collectivement choisi, puisque comme toute démarche projet ou une mission, nous avons travaillé avec des comités de pilotage, des équipes projets. Et donc nous avons choisi avec évidemment les élus et les services de la ville de Grenoble des métiers qui se trouvaient à la convergence de 3 critères qui nous semblaient pertinents. Le premier critère, c'est évidemment la variété des activités. Nous avons voulu à la fois enquêter des métiers qui étaient chargés en fait de soutenir, de maintenir, d'entretenir des infrastructures grises, donc classiquement les métiers techniques. On peut penser au bâti, mais aussi évidemment à tout ce qui est infrastructure réseau, numérique. Aux métiers qui étaient plutôt en lien avec les infrastructures dites vertes, le vivant, et le troisième type de métier, ce sont des métiers en lien avec l'humain. Donc on pense évidemment au social, mais aussi évidemment aux ressources humaines.
Donc on a cherché cette variété d'activités dans un premier temps. Ensuite, on a voulu, sur la base de la documentation existante en 2022-2023, donc ce qui n'était pas aisé, puisqu'évidemment, et bien heureusement aujourd'hui, ces ressources-là se sont enrichies, mais nous sommes partis du dernier panorama des métiers du CNFPT à l'époque pour essayer de travailler autour d'une représentativité des métiers enquêtés par bifurcation RH pour que cela puisse être le plus possible, évidemment, duplicable dans un maximum de communes. Et donc, la représentativité des métiers, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que les collectivités locales aujourd'hui, ce sont 70% de catégorie C, donc de métiers dits, je mets bien des guillemets, d'exécution. Et donc on est parti de ça aussi, en se disant mais on va enquêter principalement ces métiers-là, et vous allez le voir, c'est ce qui ressort de notre choix. Et troisième approche, ce sont ce qu'on a identifié comme étant des vacillements, déjà des tensions préexistantes en fait identifiées par la ville de Grenoble, par la collectivité. Donc on retrouve là évidemment des métiers qui sont d'ores et déjà touchés par des problématiques d'attractivité ou de fidélisation, des métiers qui sont précarisés. On retrouve la question évidemment qui a été évoquée précédemment des métiers avec des salaires qui sont plus faibles, c'est le cas des catégories C dans les collectivités, et des métiers qui sont déjà exposés au risque, en partant bien sûr de la classification existante dans les DUERP, etc. Donc on est passé, évidemment on a sélectionné donc 10 métiers à partir de ces 3 critères. Ce qui nous a amené à enquêter l'ensemble des métiers que vous voyez affichés, donc les agents d'entretien et de restauration dans les écoles, une enquête qui s'est menée dans 2 écoles grenobloises, les auxiliaires de puériculture qui travaillent dans des crèches, donc nous avons enquêté 3 crèches du CCAS de Grenoble, des jardiniers et jardinières, donc services de la nature en ville que l'on trouve dans toutes les communes, des managers, on y reviendra de manière plus spécifique tout à l'heure, les mécaniciens et mécaniciennes, donc des ateliers mécaniques et de la ville de Grenoble qui sont en régie. Ça aussi c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que c'est pas le cas dans toutes les collectivités, ça peut être externalisé aussi à des entreprises, des thermiciennes et des thermiciens qui entretiennent les bâtiments de la collectivité, et enfin 3 métiers de la direction des ressources humaines elle-même, on y reviendra de manière spécifique tout à l'heure également, le métier de chargé de prévention, préventionniste, donc au sein de la DRH, le métier de chargé de recrutement et de chargé de formation. Et nous avons aussi intégré une dimension un peu transversale autour du numérique au travail. Donc voilà le périmètre de l'enquête. En termes de méthodologie, nous avons voulu évidemment à la fois avoir une approche cohérente et relativement unifiée, tout en laissant une souplesse et en s'adaptant en fait au terrain d'enquête à chaque fois. Donc vous le voyez, nous avons procédé de manière relativement similaire dans les premiers temps d'enquête avec des observations participantes, donc des enquêtes qui ont consisté à faire avec les agents, être sur leurs horaires, d'être strictement avec eux et participer à l'ensemble de leurs tâches et de leur quotidien. Des entretiens avec certains d'entre eux, des entretiens avec la ligne hiérarchique aussi, bien souvent participation à des réunions en amont de l'enquête pour entendre ce qu'avaient à nous dire les responsables d'équipe, les chefs de service, voire même les directeurs. Et nous avons, donc ça c'est le temps de l'enquête à proprement parler, qui était à peu près similaire. Et ensuite, nous avons eu un temps de design, donc de conception, en fait, restitution de l'enquête aux agents eux-mêmes, et élaboration de scénarios de transformation de leur métier avec eux. Et c'est là qu'on a assumé une différenciation et on a voulu adapter en fait cette méthodologie d'atelier à chacun des métiers. Donc la réalisation par exemple d'un stress test effectué par Bastien sur les métiers de thermicien qui a consisté à se projeter en situation de cyberattaque et de crise. Voyez, pour la partie scénario, pour les agents, les auxiliaires de puériculture et les agents d'entretien et de restauration dans les écoles, assez classiquement, on s'est dit, si on se projette à 2030-2040 avec tel objectif d'écologisation d'un certain nombre de pratiques, par exemple la disparition des produits chimiques pour l'entretien des locaux, comment est-ce qu'on fait pour y arriver à partir de votre existant? Ça, c'est une méthode qu'on a utilisée à 2 reprises. Et pour les jardiniers notamment, ça a été plutôt un travail sur des scénarios de projection sur carrément des nouveaux métiers mobilisant peut-être davantage encore les imaginaires. Voilà.
Et donc 2 parties avec une approche qui se voulait évidemment plutôt inspirée de l'ethnographie et une scénarisation avec les agents, et je le précise parce que c'est important. On va vous partager quelques grands enseignements de l'enquête avant d'avoir un focus spécifique sur le management d'abord et ensuite sur les ressources humaines. Voilà, on va se partager la parole avec Bastien. Oui, sachant que donc là on vous présente un petit peu brièvement cette enquête-là. Il me semble que cet après-midi il y a un temps de d'échange un peu plus approfondi qui est prévu. Donc effectivement, au-delà de ces enquêtes par métier, disons, on a essayé de tirer des grands enseignements un petit peu généraux sur tout ça. Le premier étant, effectivement, tout bouge en permanence. Et donc on a essayé de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Et pour ce faire, on a utilisé une grille, je sais pas si tu veux passer le slide, mais bon, une grille très connue en sociologie du travail, qui consiste à dire que le travail est constitué de différentes dimensions. Et donc on a essayé de cartographier un petit peu de quelle manière ces différentes dimensions pouvaient être percuté par à la fois l'anthropocène et le travail d'écologisation en interne. Et juste pour vous donner quelques illustrations, alors sans rentrer par exemple dans le détail du métier de jardinier, mais par exemple sur la dimension finalité, eh bien le jardinier est très impacté puisque auparavant on lui demandait de faire une ville propre, belle, etc., avec des trottoirs bien délimités. Aujourd'hui, l'ambition est plutôt de faire une ville habitable, accueillante pour la biodiversité, et donc parfois en jachère, etc. Et donc ça vient heurter finalement là la raison d'être finalement du jardinier ou de la jardinière. Et puis pour donner une autre illustration sur la deuxième dimension qui serait celle des objets. Eh bien là, typiquement, pour les mécaniciens et les mécaniciennes, ce qui est mis en œuvre aujourd'hui, c'est une transformation du parc des véhicules thermiques en véhicules électriques ou en vélo. Évidemment, là, c'est l'objet du travail, l'objet qui est manipulé au jour le jour qui change. Et puis, évidemment, c'est pas la même chose de faire la maintenance ou la réparation d'une voiture thermique et d'une voiture électrique, où il y a beaucoup plus d'électronique en fait que de mécanique. Et donc ça, typiquement, certains mécaniciens nous ont dit que ça leur posait pas de problème puisque leur attachement profond au travail était dans le fait de réparer, de remettre en ordre de marche des objets, quand d'autres étaient beaucoup plus attachés à l'objet ou véhicule thermique en tant que tel, quoi. Et donc là, voilà, c'est une manière d'éclairer en tout cas différentes dimensions de l'enquête. Et puis sans vous faire tout le tour de la grille d'analyse, mais l'idée étant de dire que peut-être chaque dimension demande une prise en charge particulière en contexte à chaque fois, et donc on ne prend pas en charge des modifications sur la communauté de travail, par exemple, de la même manière que des modifications sur les processus de travail. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose et on n'a pas plus évidemment de solutions, mais en tout cas ça nous semblait être une grille d'analyse qui pouvait avoir comme bénéfice d'éclairer un petit peu ce qui se passe et de préciser que des prises en charge différentes sont attendues. Peut-être sur un deuxième apprentissage, alors qui a l'air anodin, mais qui ne l'est pas selon nous, qui est précisément de dire que rien n'est anodin dans les changements exigés par les managers, la direction, etc. Le plus petit changement, en fait, peut engendrer des modifications très profondes dans les situations de travail. En guise d'exemple, là, donc au moment où on a enquêté dans les établissements scolaires et notamment auprès des agents qui gèrent les cantines dans les écoles, le grand projet du moment était de remplacer les bacs en plastique, donc les bacs pour servir de la nourriture en plastique, par des bacs en inox. Donc on peut se dire c'est uniquement un changement
matériaux utilisés, ça n'engage pas grand-chose. En réalité, les bacs en inox sont plus lourds que les bacs en plastique, donc ils sont plus petits. Et donc, chaque bac permet de nourrir non plus 8 enfants, comme c'était le cas auparavant, mais 6. Or, toutes les cantines sont de fait organisées par table de 8. Et donc, il faut revoir toute l'organisation des selfs. Et puis, les bacs en inox étant plus lourds, ils demandent des chariots. Et donc, la moindre micro-marche pour accéder aux cuisines ou aux selfs pose problème. Donc, il faut imaginer des rampes, etc., etc. Et puis, évidemment, le but étant de laver les bacs en inox sur place, donc il faut ajouter parfois des machines à laver qui parfois ne rentrent pas. Donc, parfois, il faut délocaliser le local à poubelle pour faire rentrer une machine, etc., etc. Donc, la ville de Grenoble a fait des audits pour chacune de ces écoles qui sont compilés dans un rapport de plusieurs centaines de pages. Voilà, donc tout ça pour uniquement, entre guillemets, changer de matériaux utilisés pour servir le repas. Donc ça, évidemment, depuis une perspective managériale hors sol, disons, ça peut ne pas être perçu si on ne rentre pas dans la complexité des situations de travail. Un des points qui nous a également beaucoup marqué dans le cadre de nos enquêtes, c'est la notion qui est aujourd'hui quand même assez forte dans le débat du soin. On a remarqué que bon nombre d'agents sur des métiers très différents avaient en fait un fort besoin de prendre soin, pas forcément là où on l'attendait. Alexandra Videt parlait tout à l'heure, se laisser transformer par l'enquête. Voilà, on a essayé le moins d'idées reçues possible, mais voilà, moi je connaissais les collectivités avant et j'avais certaines idées reçues et qui ont été complètement déconstruites par certaines enquêtes, et notamment l'idée reçue qui consisterait à penser que la question du soin n'est finalement que l'apanage ou une forme de quelque chose qui est très fort dans les métiers du social, par exemple, ou des ressources humaines, le soin à l'accueil peut-être de l'usager, aux services ou aux enfants et aux personnes accompagnées au quotidien. Et il n'en est rien en réalité. On a bien vu que notamment sur les métiers techniques, c'était quelque chose de très fort. Quelle que soit la technologie en question, les mécaniciens, par exemple, ont Bastien parlait d'attachement, ont un besoin de vraiment de prendre soin de leur machine, quelle que soit la machine. Donc on voit bien qu'on a pu questionner ça d'ailleurs avec eux, quelle que soit la machine, c'est-à-dire qu'ils seraient tout à fait en capacité de transférer ce besoin de soin, quelque part cet amour de la machine, de la voiture technique vers le vélo, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc l'attachement, il n'est pas là où on peut l'imaginer a priori. Et on a eu quelque chose qui peut être contre-intuitif, mais qui est réel et qui est aujourd'hui un moteur de sens au travail pour certains agents, cette question du soin, et qui peut-être être un moteur de transformation écologique pour nos organisations. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en tant que dans les organisations de cet appel-là, et comment est-ce qu'on fait pour préserver cet investissement que mettent les agents dans leur travail et aussi en direction des objets dont ils ont la charge de la maintenance, par exemple, c'est le cas des mécaniciens. Deuxième enseignement, vous voyez une image là, si vous voyez bien, c'est une photographie d'une cour de crèche, et qui nous a amené à identifier un certain nombre de paradoxes dans le rapport au vivant. La reconnexion à la biodiversité ne va pas de soi, y compris pour les jardiniers. C'est pas quelque chose qui est simple ou qui est évident. On a aujourd'hui une véritable dynamique de réapprentissage à opérer, et c'est une question qu'il faut prendre au sérieux. Par exemple, dans les crèches, c'est pour ça que j'ai choisi cette image, il y a le CCAS de la ville de Grenoble est engagé très fortement dans la dynamique de labellisation des crèches, et installe des jardinières essaye d'installer des jardinières dans tous les cours, de désimperméabiliser au maximum, mais en même temps, on se retrouve face à des situations comme celle-là où vous voyez que la partie bétonnée, c'est la partie où sont les enfants, en fait. L'espace extérieur, c'est la partie bétonnée, et ce qui est encagé, c'est la nature.
Et concrètement, c'est un espace qui appartient à une copropriété privée. Et donc, on a une forme de paradoxe avec une volonté des agents qui disent, mais nous, on nous a pas associés en fait au projet au moment où ça a été fait, il y a des années, de réhabilitation de la crèche. On nous a pas demandé comment on souhaitait faire sortir les enfants, comment on circulait, comment on travaillait au quotidien, et qu'est-ce qu'on voulait comme espace. Et on voit bien que c'est complètement aberrant. Et aujourd'hui, on sort les enfants comme on peut, on arrose le béton pour que ce soit un petit peu plus frais. Et face à nous, on a cette végétation magnifique, luxuriante, multi-étagée, derrière une cage. Voilà, c'est pour montrer les paradoxes qui se font jour en fait sur ces métiers-là. Et une autre notion qui était importante, c'est la question de la peur. La peur de certains professionnels autour de la sortie. Sortir les enfants par tous les temps, y compris sous la pluie, c'est pas évident. Or, c'est là que vient se jouer aussi des enjeux de reconnexion au vivant et à la nature, et pouvoir travailler ces verrous-là chez les professionnels de la petite enfance autour de qu'est-ce qui est sale, qu'est-ce qui est risqué. Voilà, c'est un point qu'on a identifié, qui est ressorti très clairement de l'enquête et qui serait une perspective potentielle à nos enquêtes. On a un autre enjeu autour identifier en fait une piste issue de l'enquête autour de la question de la maîtrise de l'activité. On a identifié, on l'a nommé garder la maîtrise de l'activité municipale, tout simplement parce qu'on a un certain nombre de métiers enquêtés, je l'ai dit tout à l'heure, sont aujourd'hui organisés sous la forme de régie directe de la ville de Grenoble. Et selon nous, c'est un point fort et important, puisqu'en fait, c'est cette gestion en interne qui permet de maintenir et de consolider l'expertise, mais aussi de libérer, de permettre l'inventivité en fait des agents sur leurs activités de travail, sur ce qu'ils font de leurs outils, sur des pratiques. Voilà, donc c'est une forme d'appel aussi à la préservation de ce mode de gestion-là. C'est le cas pour les ateliers mécaniques, par exemple, et ça permet quand managérialement évidemment on laisse la place à cette inventivité, à aller évidemment un petit peu plus loin vers cette situation, une situation favorable pour les travailleurs et qui permettent d'être plus résilients pour la ville. Et puis oui, en guise de conclusion, donc pour reboucler effectivement avec toute la théorie de l'enquête, nous, on a mené nos enquêtes en fait sur les enquêtes qu'étaient déjà en train de mener les agents et les agentes de la ville. On a bien vu au cours de nos pérégrinations que effectivement tout un chacun mène ses propres enquêtes. Alors que ce soit parfois dans le cadre de ses activités de travail, par exemple les préventionnistes, c'est un peu leur rôle de mener des enquêtes. Alors sur un périmètre beaucoup plus circonscrit que celui qu'on a adopté ici, mais voilà, et puis au moment des recrutements, etc., il y a des moments un peu critiques où des enquêtes sont menées par certaines personnes. Et donc au carrefour des enquêtes ouvrières et puis peut-être des pôles enquêtes au sein de certains médias, on appelle aussi à essayer de constituer en interne au sein des collectivités ce qu'on a baptisé là des pôles enquêtes, c'est-à-dire des collectifs de travail en interne qui seraient habilités non pas à mener des enquêtes sur leurs collègues, mais à faciliter, défendre des espaces-temps pour les enquêtes, etc. Voilà, je sais plus ce que je voulais dire, mais voilà. Juste rajouter que c'est évidemment ce pôle enquête peut tout à fait faire l'objet d'une mise en commun entre plusieurs collectivités, parce que les compétences elles existent dans les collectivités. Bastien parlait des préventionnistes. On peut penser évidemment aux métiers santé, sécurité au travail, aux psychologues du travail. On peut penser aussi aux chargés d'évaluation des politiques publiques. Ce sont des agents qui ne sont pas forcément en lien au quotidien dans les grosses collectivités en tout cas, mais qui pourraient constituer ce type d'équipe-là. Encore faut-il, je repense à certaines choses qui ont été évoquées plus tôt dans la table ronde, allouer du temps non productif et peut-être laisser les espaces au niveau de l'organisation pour que ces enquêtes puissent se mener en dehors du temps de travail, des missions habituelles de ces agents. Voilà, c'est un appel aussi. Merci Manon et merci Bastien. Donc là, c'est quelques enseignements. Il y a un autre aspect qui nous a paru assez important, c'est la problématique du trouble des managers. Et donc là, je cède la parole à la fois à Brigitte Nivet et à Myriam Labasse.
à qui je vais demander de se présenter rapidement. Quel est leur métier? Et première question. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Brigitte Nivet, je suis enseignante-chercheuse dans une business school depuis plus de 20 ans. Et moi, mon trouble est venu de très tôt. J'étais en opposition avec les modèles et les conceptualisations qui étaient faites sur le management, et j'ai constaté qu'il y avait un impensé, c'est-à-dire que les managers, les professionnels de la RH ne sont pas formés à la question du travail, ce qui est assez troublant quand même. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Myriam Labasse et je suis la responsable du service nature en ville à la ville de Grenoble. J'ai la quarantaine, donc c'est la crise en même temps que la crise écologique. Je vous le dis parce que ça compte pour la suite. Je suis maman de 3 enfants et j'habite à Grenoble. Et ayant vécu avec des parents profs, le service public est profondément ancré en moi. Et c'est ce qui fait que je suis là aujourd'hui et que j'ai participé à cette enquête, à la fois du point de vue du manager et à la fois du point de vue de l'ouverture de mon service pour enquêter sur le métier de jardinier. Je l'ai fait avec Lucille Van Nieuwenhuis, j'ai réussi à le prononcer, pour celles qui la connaissent, et qui a fait le master avec Alexandre, et qui nous a beaucoup aidé pour cette enquête. Alors merci Brigitte et Myriam. Deuxième question, votre conception du management, alors soit en tant qu'experte ou enseignante ou en tant que praticienne. Alors j'enseigne, oui, depuis 20 ans auprès de jeunes en devenir, managers ou professionnels de la RH, et j'enseigne auprès aussi de professionnels en reconversion ou qui souhaitent consolider leurs connaissances. Et c'est vrai que ce constat que ces personnes qui sont en relation directe avec d'autres personnes, donc il y a une dimension très sociale et une dimension où l'objet travail est ce qui est commun entre dans les interactions. Eh bien, ces gens-là n'ont aucune approche du travail autre que celle très instrumentale. Donc le travail, ça se prescrit, ça se regarde d'en haut. Et ça se considère uniquement au niveau des résultats obtenus. Et là, bon, ce trouble m'a amené, moi, à me former aux sciences du travail. Donc, nous avons des sociologues, nous avons des ergonomes, nous avons des psychologues de l'activité, nous avons un ensemble de travaux qui sont extrêmement riches, mais qui sont inconnus dans ces établissements où on forme les managers et les RH. C'est quand même une dissonance considérable. Et donc, j'ai introduit des modules autour du management du travail. Parce qu'on manage des personnes, mais on manage aussi le travail des personnes. Ça aussi, ça paraît évident, mais c'est pas aussi évident que cela. Et des programmes nouveaux, comme j'ai 2 majeurs, 2 spécialisations pour nos étudiants, GRH et pilotage de la transition écologique, et développement RH et accompagnement des mobilités professionnelles. C'est-à-dire que je mets aussi la fonction RH comme une fonction totalement en devenir, pour accompagner, piloter ces transformations profondes. Et ça suppose effectivement d'autres références théoriques, d'autres connaissances, d'autres socles pour pouvoir accompagner au plus près ces professionnels à faire face à ce qui advient. Donc vraiment des changements profonds. Et pour moi, peut-être manager, pour revenir à la fonction managériale, c'est affronter simultanément des enjeux complexes qui sont reliés entre eux, et dans des contextes où la relation humaine et la dimension émotionnelle vont compter, vont être importantes. Donc voilà, donc former autrement, introduire ces socles qui leur permettent de se déplacer et de saisir le travail comme un objet commun et un objet sur lequel eux peuvent agir, mais sur lequel aussi leurs équipes peuvent agir. Donc et ça va vraiment débloquer des situations parce que ça va permettre effectivement d'avoir un langage commun, ce qui n'est pas si évident dans les organisations entre managers et managés, de considérer le manager lui-même comme un travailleur comme les autres, donc c'est-à-dire que lui aussi est pris entre des injonctions totalement paradoxales. Et il y en a une qui est très intéressante parce que considérer le management, c'est considérer une chaîne managériale dans une organisation, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire tout un système, toute une chaîne hiérarchique. Et ça, si cette chaîne n'est pas aussi en prise avec le travail des uns et des autres, c'est toute une série en cascade qui va conduire à ce qu'on appelle le silence organisationnel. C'est-à-dire, tout le monde se tait, tout le monde se met en retrait par rapport à des choses qui sont invisibilisées dans un premier temps parce que le management c'est invisibilisé, c'est une activité qui met en relation avec des interactions. C'est difficile à décrire tout ce que fait un manager. Un manager est confronté en permanence à une surcharge informationnelle, à une surcharge relationnelle,
émotionnel, à de l'incertitude, à des questionnements permanents où il faut qu'il agisse très vite, qu'il prenne des décisions sur des situations où il a peut-être pas tous les déterminants, etc. Donc ça amène effectivement à repenser totalement cette question du travail et cette question aussi de l'évaluation de ces managers. Parce que si j'attends de mon manager qu'il soit évalué sur l'atteinte des objectifs, lui va répercuter cela sur son management, même s'il est conscient qu'il doit passer du temps avec ses équipes, même s'il est conscient qu'il a autre chose à faire que de remplir des tableaux sur des tableaux Excel avec du reporting, parce que là aussi, on le verra tout à l'heure sur la dernière question, mais il est beaucoup empêché dans son travail. Donc c'est prendre au sérieux l'activité managériale, la prendre dans toutes ses composantes, vraiment un métier dont la relation sociale est permanente, un métier qui est confronté à énormément d'imprévus, d'aléas, donc sans arrêt dans le réel, dans l'activité réelle, il y a effectivement de l'improvisation, et puis c'est un métier où il faut effectivement être à l'écoute, être au soutien, donc connaître aussi le travail de ses équipes, ou tout du moins se rapprocher de cette connaissance en organisant des espaces de parole, des espaces d'échange autour de cette question du travail. Merci Brigitte. Et donc Myriam, en tant que praticienne, en fait, ta conception de manageuse, comment elle évolue là avec les dossiers que tu dois porter, notamment sur Nature en ville, et donc ta confrontation à ce qu'est l'anthropocène et des questions qu'on a déjà abordées, la chaleur et comment tu agis en tant que manager. Alors je suis pas professeur moi, donc je vais juste parler de mon cas personnel qui est vraiment très personnel. Manager pour moi, c'est déjà être en accord avec ses convictions pour donner du sens à soi avant de donner du sens aux autres, parce que si déjà on est sur un poste sur lequel on ne trouve pas de sens, c'est compliqué d'en donner aux autres. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très fière et très très heureuse d'être sur ce poste-là. En tant que manager du service Nature en ville, l'objectif c'est de déployer une stratégie Nature en ville qui soit en accord avec le projet politique, qui nécessite d'adapter la ville au changement climatique, à la perte de la biodiversité, mais aussi du coup implicitement de faire en sorte que les conditions de travail des agents puissent s'adapter pour que on puisse faire le travail qu'on nous demande dans les années à venir. Et c'est là où ça devient compliqué, l'implicite. C'est que, et c'est ce que je dis souvent à mes agents, il y a qui je suis, Myriam, et puis il y a le costume que je porte, la chef de service. Et il me semble que mon rôle, c'est de faire en sorte que l'ensemble puisse répondre à une demande qui nous est faite de notre hiérarchie, de nos élus. Et je peine parfois à donner du sens, parce que le sens qui est le mien n'est pas le sens que les autres donnent. Et j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit ce matin. Un certain nombre de personnes travaillent pour le salaire. Je suis payée 3 fois plus que mes agents. Si je pouvais le partager, je le ferais. Aujourd'hui, c'est pas possible. Mais n'empêche qu'en fait, ils viennent pour la plupart d'entre eux parce qu'ils ont fait des études dans l'aménagement, le paysagisme, mais pas particulièrement parce que la nature en ville, c'est quelque chose qui les porte. Et donc, on est souvent en décalage entre moi, ce que je pense qu'il faut faire, et ce que eux ils font, et ce qu'ils aiment faire, et ce qu'ils pensent qu'il faut faire pour les habitants. Et donc, pour détailler un peu plus ce qu'on a fait depuis 1 an suite à cette enquête, parce que cette enquête, elle a permis au sein du service Nature en ville d'imaginer plein de métiers différents du jardinier de demain. Le jardinier, alors aujourd'hui, on avait le jardinier berger, le jardinier apiculteur, et demain, ça pourrait être le jardinier formateur, le jardinier gardien de l'eau, le jardinier gardien de la terre. On a imaginé 20 métiers différents avec Lucie et puis Bastien et Manon et Xavier. Et une fois qu'on a dit ça, en fait, on s'est dit, mais en fait, comment on y va? C'est très joli sur papier, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, avec Lucie, on a identifié 4 façons d'y aller, parce que toute seule, on n'allait pas y aller, on n'allait pas réussir. Donc, on s'est dit déjà, si on veut changer le métier de jardinier, c'est pas le jardinier uniquement lui-même qu'il faut changer, mais toute sa chaîne hiérarchique et son écosystème. Donc, c'est d'abord le jardinier et ses encadrants qu'il faut convaincre qu'il y a un intérêt à changer. Pas seul le jardinier. Et c'est là où, entre le jardinier et moi, il y a différentes strates qui nécessitent d'être convaincus de l'importance de faire évoluer le métier. Ensuite, c'est on change le métier, ok, mais est-ce que les outils qui changent, il faut commencer déjà à les changer. Donc ça veut dire à des jardiniers à qui on a appris que la tondeuse, le souffleur, la scie électrique, alors on est quand même passé du thermique à l'électrique, mais maintenant on va tout arrêter et on va passer à la faux, à la grelinette. Et du coup, je suis en train de dire à mes agents que tout ce qu'on a fait qui avait, on va dire, soulagé la pénibilité de leur travail,
Il faut revenir en arrière pour faire pour utiliser des outils qui sont plus manuels, peut-être parfois plus dangereux. Enfin, la faux, si on sait bien l'utiliser, c'est correct, mais ça peut être dangereux. Et donc, du coup, je suis en train de dire qu'il y a du sens à changer. En même temps, j'augmente la pénibilité. Alors, comment je donne du sens et comment je suis en accord avec ce que vivent mes agents si je leur dis ça? Ensuite, il y avait les ressources qui gravitent autour de nous. Donc, j'entends par là nos élus, nos ressources humaines, le recrutement, la formation, les représentants du personnel qu'on a essayé d'impliquer dans la démarche, la formation initiale, la formation continue. Et donc, on a essayé de travailler avec toutes ces personnes pour que eux aussi, on les entraîne dans le mouvement et qu'ils puissent faire évoluer aussi leur vision du jardinier, leur vision du recrutement, les formations qu'il faut mettre plus en avant par rapport à d'autres. Et pour finir, il y a quelque chose qui est important en collectivité qui s'appelle les habitants, parce qu'ils payent une taxe foncière quand même, et donc ils attendent un certain niveau de service, exactement. Et donc mes agents me disent, mais en fait toi tu veux faire des trucs là, en fait ça a ni queue ni tête. Moi les jardiniers les habitants ils veulent que ce soit telle et telle fleur que je plante en bas de chez eux, que l'herbe elle soit comme ça, que les arbres ils soient comme ça, et ils entendent ça parce que les habitants qui sont pas contents ou qui sont contents viennent le leur dire. Et du coup, il y a toute une partie des habitants qui ne parlent pas. Alors, s'ils sont convaincus, pas convaincus de ce qu'on fait, je ne sais pas. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de trouver une personne qui allait étudier ça. Et on a pris une thèse CIFRE grâce à la ville de Grenoble qui nous a permis de prendre un étudiant pour travailler sur ce sujet qui est la perception que les habitants ont de la ville et de la nature en ville. Donc c'est du management par l'habitant, on va dire. Donc l'idée c'est de dire à l'habitant ce que nous on aimerait bien que le jardinier entende. Je vais être très cash en disant ça, mais c'est un peu l'idée. C'est puisque le jardinier fait, et je le comprends parce qu'il a des habitants en face de lui qui lui renvoient ce qui est bien ou pas bien. Faisons parler le ventre mou, les gens silencieux en fait. Et donc ces 4 piliers, le jardinier, l'encadrement, les outils, les ressources et les habitants. C'est ce qu'on a défini pour essayer de faire évoluer les métiers. Mais quand on est manager, du coup, ça veut dire que, il y a une forme. Je vais être cash, parce qu'ils m'ont dit de venir, c'est aussi un peu pour ça. Mais c'est un peu manipulatoire, c'est-à-dire que moi, j'arrive pas à leur faire dire les choses, à dire les choses que toute seule en tant que manager. J'ai de la chance d'avoir un collectif de cadres autour de moi qui sont hyper engagés, hyper motivés. Mais on n'est pas sur le terrain et on nous le rappelle en permanence. Vous n'êtes pas là sous la chaleur, vous n'êtes pas là avec les outils, donc en fait vous nous faites des demandes qui ne sont pas applicables d'un point de vue opérationnel. Et puis surtout, aujourd'hui à Grenoble, on a le narcotrafic, on a le problème de tags, de nettoyage dans les rues, et tous ces problèmes-là, ils me disent mais pourquoi tu penses aux problèmes de demain alors qu'il y en a tellement aujourd'hui en fait? Et du coup, le soir quand je suis devant mon miroir, je me dis putain est-ce que j'arrête? Je jette l'éponge, j'en ai marre en fait. Heureusement qu'il y a des leviers qui permettent de rebondir, mais c'est très dur parce que je les comprends. J'ai pas les réponses pour les problèmes d'aujourd'hui, j'ai pas non plus les réponses pour les problèmes de demain. Et du coup, je sais pas toujours par quoi je commence, mais je suis persuadée qu'il y a du sens à réfléchir à demain pour les futures générations et mes enfants. En fait, voilà, c'est ça qui me guide en permanence. Merci Myriam. Une des remarques qu'avaient apporté Bastien et Manon, c'était est-ce que le manager aujourd'hui était entre la subversion et la submersion? Et je ne sais pas, Brigitte, vous étiez un peu aussi dans l'équipe. Quel est votre avis sur justement ce que vivent aujourd'hui des personnes comme Myriam? Je pense que ce que nous rend compte aussi Myriam, c'est vraiment un métier difficile. C'est un métier qui nécessite de l'expérience, qui nécessite des habiletés, et puis peut-être on pourrait dire des qualités artistiques, quoi. C'est le funambule, c'est l'acrobate, c'est donc effectivement ça suppose de se former, d'avoir une démarche réflexive, d'avoir beaucoup réclame, et Myriam on en a parlé aussi, mais je trouve que c'est très intéressant ces approches de co-développement, d'analyse des pratiques professionnelles, des espaces où on peut aussi en toute humilité parler de ces difficultés avec des pairs et ensemble rechercher des réponses qui vont être chaque fois situées, qui vont être chaque fois adaptées à la situation. Il n'y a pas de recette. Je dis toujours aux étudiants, il n'y a pas de bonne pratique. On leur a fait rêver pendant des années, on n'arrête pas de leur bassiner qu'il y a des bonnes recettes, des bonnes pratiques. Non, il y a des bonnes pratiques en situation, dans un contexte donné. Et chaque fois, ça suppose effectivement bien de questionner. Ça suppose aussi d'avoir, on va dire, des grilles de lecture qui relèvent des sciences humaines et sociales. Il y a par exemple des situations
auxquels sont confrontés des managers qui ont déjà été travaillés par la science, par ces travaux des anthropologues, des psychanalystes, des philosophes, des sociologues, mais on ne les connaît pas, ces travaux dans l'entreprise. Il y a une sorte de... Alors, je vais reprendre ce que disait un sociologue que j'appréciais beaucoup, François Dupuis, c'est qu'il y a une paresse intellectuelle dans les entreprises. Il y a une inculture vraiment générale et une inculture plus particulièrement au sujet des sciences humaines et sociales. Donc, on préfère faire appel à des consultants extérieurs qui vont apporter des bonnes pratiques. C'est coûteux, mais c'est pas trop chronophage. Alors que se tourner vers les hommes et les femmes qui constituent son organisation, son service, c'est coûteux sur le plan humain. C'est pas cher, hein, mais c'est coûteux. Ça demande beaucoup d'intelligence, d'écoute, de transactions, de négociations. Mais c'est de là que ressortiront de véritables leviers pour l'action collective. Et moi aussi, je suis face toujours à cette individualisation des relations humaines dans l'organisation et de la mise en compétition des acteurs. On les a formés longtemps comme ça. Faut arrêter, c'est un désastre. On a besoin d'entraide, plusieurs d'entre vous l'ont dit, de solidarité, de coopération et aussi d'accepter la variabilité des pratiques et des points de vue. Et c'est ça qui fait la richesse pour avancer ensemble. Mais on va tâtonner, on va faire des enquêtes, on va expérimenter. Aujourd'hui, on ne peut plus s'appuyer sur des modèles qui sont totalement obsolètes et qui ont provoqué la situation dans laquelle nous sommes. Il faut inventer ensemble. Et j'ai bien aimé tout à l'heure sur la table ronde cet appel à travaillons ensemble. Des acteurs économiques, des chercheurs, des retraités, des artistes, des experts, des gens de la sphère politique, des élus. Mais c'est tous ensemble, on n'a pas de solution. Mais on va inventer ensemble un chemin et puis on va essayer des choses. Et c'est de là que viendront des pistes qui pourront permettre le bien-être social, de trouver des réponses adaptées à cette situation dramatique de ces basculements écologiques, climatiques. Voilà. Merci, c'est bon. Toi, c'est bon. Merci Brigitte. On entend dans les derniers mots de Brigitte peut-être cette proposition de créer le pôle enquête aussi avec l'ensemble des acteurs, et c'est une des préconisations que vont discuter aujourd'hui Hortense de Royer, DGA ressources humaines à la ville de Grenoble, et Manon. Ah oui, Myriam, un dernier petit mot. Un petit truc, ça c'est important. Dans les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, surtout ces métiers-là, c'est l'étiquette militantiste qu'on nous donne. Et moi, j'ai fait des études scientifiques pendant très longtemps. Donc le changement climatique, en fait, je le remets pas en question. Enfin, c'est un fait. Et je sais pas si ça vous arrive dans les collectivités aujourd'hui, mais en fait, on dit mais en fait arrête avec ton discours militant, mais il est pas militant, il est juste basé sur des preuves scientifiques. Et du coup, c'est très difficile en tant que manager de pas avoir cette étiquette-là, de s'en décoller ou que les autres s'en décollent. Et donc, je sais qu'on a échangé dessus parce que tu m'as envoyé des éléments. Ça serait intéressant de partager avec l'Assemblée si d'autres le vivent comme ça. Et pour partager un truc très positif à la ville de Grenoble, si ça peut se déployer dans d'autres collectivités, il y a quand même un projet d'administration avec le droit à l'erreur, avec de l'autonomie très forte qui est donnée aux managers, qui nous permettent de tester. Donc en fait, on m'a donné les clés pour que je puisse tester ensuite comment je déploie toute cette enquête dans le service. Je l'ai fait pas très bien parce que j'ai gelé un poste de jardinier pour prendre une chargée de mission, donc j'ai déjà très mal commencé. Mais en fait, c'était le seul moyen que j'ai trouvé. C'est heureux qu'on puisse avoir cette liberté-là dans les collectivités de tester, d'innover pour penser à demain. On y reviendra tout à l'heure, effectivement, parce que c'était aussi une proposition du Lierre, j'ai vu Vendry Jumeaux, de travailler un petit peu sur aussi cette notion du backlash, là, actuellement. Donc, on enchaîne sur la dernière petite séquence sur la manière dont l'enquête a aussi aidé la direction des ressources humaines à réfléchir sur son rôle et son évolution. Alors, pour ce dernier temps, donc je vais adresser quelques questions à Hortense de Royer, donc qui est directrice générale adjointe des ressources, donc périmètre commande publique, affaires juridiques, finances, mais aussi ressources humaines. Et vous êtes depuis le début dans le projet, au comité de pilotage en représentation de la direction générale. Et l'équipe, donc votre équipe, donc de la direction des ressources humaines, a été particulièrement investie sur l'ensemble de la mission de bifurcation RH, et notamment a fait l'objet de 3 enquêtes métiers, chargées de recrutement, chargées de formation, prévention. Et on est allé un petit peu plus loin puisqu'on a aussi travaillé avec vous sur un séminaire spécifique sur la question du rôle de la DRH. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la manière dont l'enquête a été reçue par la direction des ressources humaines et qu'est-ce que ça a pu bousculer ou transformer?
Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, la DRH a été pleinement mobilisée dans cette enquête et ça a été un nouvel exercice puisque c'est pas une pratique courante au sein des DRH que de pouvoir prendre du temps pour aller sur le terrain et enquêter auprès des agents sur le futur de leur métier. Donc il y a eu un vif intérêt de la DRH pour le travail qui a été mené. Et c'est venu confirmer un certain nombre de convictions. La première conviction, c'est l'intérêt d'aller sur le terrain et d'être au plus près des agents pour voir avec eux comment ils appréhendent leurs conditions de travail, comment ces conditions de travail sont amenées à évoluer, comment le travail se transforme. Et ça, c'est une méthode effectivement qu'on a déjà. Hein, vous en avez parlé avec les conseillers de prévention, notamment, qui travaillent sur le document unique sur le recensement des risques professionnels. C'est vraiment au cœur de leur pratique. Ça allait peut-être un peu moins sur les autres métiers de la DRH. Je pense notamment aux chargés de formation, chargés de recrutement, où on a tendance plutôt à travailler du coup avec les managers, qui sont nos premiers interlocuteurs, mais pas forcément d'aller au plus près des agents. Et là-dessus, je pense que c'est maintenant une pratique qui va être solidement ancrée dans les pratiques de tous les métiers de la DRH, que de prendre du temps pour aller sur le terrain en contact direct des agents. Le deuxième enseignement de cette enquête au niveau de la DRH, je pense qu'il y a eu une bonne surprise aussi sur le fait que le périmètre d'intérêt sur la redirection écologique s'étend à d'autres catégories de personnel. On l'a dit aussi pendant cette matinée, les questions de redirection écologique ont été pendant longtemps l'apanage de la catégorie A au sein des collectivités, de certaines têtes pensantes au sein des direction et donc de l'encadrement. Et aujourd'hui, on arrive à irriguer d'autres catégories de personnel et justement, le métier de jardinier qui est aussi très impacté par ces questions-là, et on les voit maintenant arriver dans un certain nombre de sessions de formation, de sensibilisation, notamment dans notre campus des transitions dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est vraiment des catégories de personnel qu'on n'avait pas jusqu'à présent, et du coup, c'est déjà des premières victoires pour nous que d'avoir réussi à embarquer ces agents-là. Ouais. Alors justement, quelle suite vous avez donnée à l'enquête et quelles sont les perspectives que vous avez d'ores et déjà pu engager pour poursuivre les 10 enquêtes qui ont été menées? Alors la première suite, c'est effectivement d'intégrer ces questions de redirection et de bifurcation RH dans notre gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et dans nos documents structurants de politique RH, donc les fameuses lignes directrices de gestion des ressources humaines qui se traduisent par des plans d'action et du coup des études métiers. Et les métiers qui ont été enquêtés au sein de redirection RH seront les métiers prioritaires pour la suite de notre feuille de route sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Une deuxième, bien sûr, tout ça se traduit aussi à travers notre plan de formation, et qui aujourd'hui se transforme. Le plan de formation avec un nouveau dispositif, un nouvel outil qui s'appelle le campus des transitions. Donc le campus des transitions, c'est un outil de formation interne, une plateforme qui regroupe toutes les formations liées aux différentes transitions au sein du projet d'administration. Donc il y a forcément la transition écologique, mais il y a aussi la transition numérique, la transition managériale, la transition démocratique et sociale. Toutes ces transitions qui sont au cœur de notre projet d'administration ont des impacts sur la transformation de nos politiques publiques et de notre administration, et du coup nécessitent des formations pointues de nos agents, mais aussi des ateliers d'échange de pratiques, différents formats qui fait qu'on sensibilise et qu'on forme au long cours nos agents sur toutes ces questions de transition. Et très concrètement, là, dès le mois de juin, on organise un campus tour. Donc, le campus des transitions va aller sur le terrain, dans les crèches, dans les écoles, auprès des métiers que vous avez enquêtés, pour animer des ateliers sur les futurs des métiers. Donc, on continue la dynamique engagée par votre enquête pour continuer à travailler avec les agents
au sein de leurs équipements sur les futurs de leur métier. Et là, on a une équipe qui se forme sur le sujet, l'équipe du campus des transitions, qui va animer ces ateliers pour que ça rentre dans le droit commun, on va dire, de la collectivité. Et dernière question, finalement, de manière peut-être un petit peu plus macro et globale, comment voyez-vous demain le rôle de la DRH dans la redirection écologique, et quelles seraient pour la DRH les difficultés ou les besoins pour relever les défis qui se présenteront à vous? La DRH a un rôle de portage majeur sur cette question de transition écologique. Myriam l'a cité, elle a dit qu'elle n'avait pas travaillé seule, et effectivement, elle a besoin des RH pour avancer. Donc, on est là, on est présent dans l'accompagnement des managers, mais pas que, mais aussi des agents, et sous différents formats. On accompagne les initiatives déjà des agents, parce que c'est extrêmement important de nourrir justement le mouvement qui est en train de démarrer sur toutes les catégories de personnel. On a créé en interne un budget participatif des agents qu'on a appelé le fonds de participation des agents, qui leur donne un budget dès lors qu'ils ont une idée qui est destinée à améliorer leur quotidien au travail. Et dans les idées qui ont émergé, on a par exemple des agents qui ont décidé de mettre en place une plantothèque au sein du sous-sol de l'hôtel de ville, où c'est un espace libre d'accès, où les agents viennent bouturer des plantes, échanger leurs bonnes pratiques. On a même des experts de nature en ville qui viennent donner quelques conseils de temps en temps, et les agents viennent comme ça végétaliser leur bureau et entretenir les plantes qu'ils ont dans leur bureau. Donc on voit qu'il y a plein d'initiatives au sein des services qui méritent d'être soutenues, et ce fonds de participation contribue à ce soutien. Le soutien aussi, c'est le soutien dans la gestion des émotions. Vous en avez beaucoup parlé ce matin. Il y a de l'anxiété, il y a de la peur. Donc on a des professionnels au sein de la DRH, soit psychologues du travail, préventeurs, conseillers en organisation aussi, qui sont là pour accompagner les collectifs de travail, mais aussi les agents individuellement, pour gérer les difficultés que tous ces changements peuvent générer. La DRH est là aussi pour valoriser les expertises en interne et les faire se rencontrer. Donc c'est le campus des transitions, c'est ça aussi, c'est permettre que par exemple des experts du muséum sur la biodiversité viennent former leurs collègues, que ce soit Nature en Ville ou autres services, pour partager ces expertises. Et on a la chance à la ville de Grenoble d'être une grande collectivité et d'avoir du coup une richesse en termes de compétences, et de faire en sorte de valoriser et que ces expertises puissent se croiser. Et enfin, dernier rôle de la DRH, c'est le dialogue social. Donc travailler avec les représentants du personnel sur ces questions de redirection écologique, c'est quelque chose qu'on mène avec Pierre Mériot. On a des réunions de dialogue social informelles à peu près tous les mois, où on amène ces sujets. Donc on leur a fait la restitution de l'enquête bifurcation RH. Et là, on voit aussi que ça commence à prendre. Et comment ça prend parce que on touche des questions sensibles et sur lesquelles les représentants du personnel y voient un intérêt. Et ce qui nous a permis, par exemple, il y a une question qui a vraiment suscité leur intérêt, c'est la question de la santé au travail, et notamment les dépistages dermatologiques qui ont été organisés par le service Nature en Ville, où les jardiniers ont vu énormément d'intérêt à ce type de démarche, et les syndicats, enfin les organisations syndicales nous disent mais en fait ce genre de démarche maintenant il faut que vous l'étendiez à tous les autres services qui sont sur l'espace public. Donc voilà, on rentre par ces petits sujets qui sont liés du coup au dérèglement climatique, et après on ira travailler sur les horaires. Myriam en a pas parlé, mais c'est un sujet majeur aussi qui a été travaillé avec son service, et on risque encore de devoir y retravailler. Les difficultés, il y en a plusieurs. La première, bien sûr, c'est la question du temps et des moyens. Donc, vous l'avez dit, il faudrait qu'on ait un pool d'enquête en interne, et ça serait
effectivement l'idéal. On essaye du coup de constituer un petit staff en interne à travers nos ateliers futurs des métiers. Donc on sera pas clairement dans la méthodologie de l'enquête, mais pour autant on poursuit l'acculturation en interne sur le sujet et on se forme pour ça. Mais une DRH est souvent embolisée par plein d'autres questions, et Myriam les a citées, hein, la question de la sécurité sur l'espace public, la question des contraintes financières, la question de la transition numérique, tout ça c'est des enjeux majeurs qui viennent transformer le travail, et du coup la transformation écologique est un sujet parmi tant d'autres, et donc on essaye de mener tout ça de front. Et le deuxième frein, c'est embarquer encore plus les agents. Donc on démarre, hein, je vous l'ai dit, on sent des petits frémissements, mais on a encore des réserves au regard de toutes les autres priorités que les agents estiment encore aujourd'hui comme plus fondamentales que de s'intéresser à ce sujet de la redirection écologique. Donc voilà, c'est un travail au long cours. Merci Hortense de Royer. Peut-être avant de boucler cette séquence, donner la parole à Alexandre Monin qui était associé à cette enquête pour avoir son regard en fait général, et puis après à Vincent Mondino, et puis peut-être pour conclure à Alexandre Rapinet. Merci beaucoup. J'avais quatre remarques rapidement. La première, c'était en écho aussi à la précédente table ronde. Je suis très content qu'on ait pu présenter à la fois des enjeux du travail dans le privé, et notamment le projet, même si ça a été évoqué rapidement, de sécurité sociale, de la redirection écologique, et puis ici les résultats du projet bifurcation RH, donc côté privé, côté public, même s'il y a des passerelles évidemment entre les deux, on l'a vu avec le radar notamment, et puis il y a des problématiques évidemment qui sont communes. J'avais moi-même consacré un petit chapitre dans Politique et renoncement à cette question du travail pour positionner justement la redirection écologique sur les questions du travail, en considérant que cet enjeu-là était fondamental, qu'on ne pouvait pas du tout passer à côté. Il y avait tout un mouvement à l'époque, j'avais écrit un petit texte là-dessus sur la désertion, ce qui peut être évidemment très bien, mais ça ne va pas concerner les dizaines de millions d'actifs qui travaillent aujourd'hui, qui ne sont pas forcément en situation de pouvoir déserter. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrivait à réinvestir cette dimension-là, sans du tout ignorer les difficultés. Moi-même, je suis chercheur multidémissionnaire et sans emploi actuellement, donc je vois bien les difficultés à porter ces enjeux de redirection, même si ça vaut le coup. Mais du coup, voilà, avec tout le trouble que ça peut engendrer. L'autre point que je voulais souligner déjà, c'est remercier Xavier, qui quand même aussi qui était pilote du projet bifurcation RH dès le départ. Moi, je me souviens très bien des discussions à l'époque, qu'on a pu avoir. Et puis remercier aussi l'ANACT, mais Vincent va en parler, pour les appels écologie et travail, et puis plus largement pour le travail qu'on a réalisé au cours des dernières années au sein du MSC Stratégie et Design pour l'Anthropocène avec l'ANACT. Dès la première année, avec notamment, j'en profite pour saluer son travail, le travail de Manon Lavaux, sur justement en quoi et comment les syndicats sont concernés, heurtés parfois par les enjeux de transition et de redirection. Avec le travail aussi d'Alexandre Ramos qui est dans le public, je pense, aujourd'hui, puis le travail de Lucie qui a évidemment nourri l'enquête bifurcation RH, mais en tout cas voilà, ce partenariat, si je puis dire, avec l'ANAC, qui est aussi partenaire du projet d'ailleurs de sécurité sociale de la redirection écologique, a été véritablement structurant. Je pense qu'il faut ici le saluer, donc voilà. Par rapport à ce que disait Myriam aussi tout à l'heure sur la difficulté finalement à être manager quand on n'est pas sur le terrain, et les questions de crédibilité que ça peut poser. Alors ça renvoie à une thématique qui a été travaillée par le monde de la recherche, et notamment les liens entre John Dewey et Mao. Et c'est pas une blague, puisqu'il y a un article notamment d'Emmanuel Renaud là-dessus, que je vous invite à lire, qui est assez rigolo. Qui n'a pas fait d'enquête n'a pas le droit à la parole, point d'interrogation. Et c'est bien dans le point d'interrogation que se nichent des nuances, mais finalement on trouve des textes de Mao qui dit si vous n'avez pas enquêté, vous n'avez qu'à vous taire et puis laisser ceux qui ont enquêté se prononcer. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais évidemment c'est des questions en fait qui sont récurrentes, de qui a le droit à la parole, comment est-ce qu'on peut l'élargir, et l'importance finalement voilà de l'enquête pour pouvoir parler de situations très très précises. Un point que je voudrais également, et puis je vais m'arrêter là, mais aborder, c'est aussi les enquêtes, c'est super, mais on a un petit peu dit, il faut arriver
financer. C'est pas du tout évident. Donc évidemment, donner du temps, des ressources aux personnes qui, depuis le lieu du travail, finalement, sont concernées par ces enquêtes, c'est fondamental. Mais ça pose une question quand même qui est une question majeure. Si la formation qu'on portait a eu du succès, c'est parce que des personnes qui ont suivi cette formation, donc qui se sont auto-financées, ont pu permettre aux collectivités, parfois des entreprises ou autres, justement, d'intervenir sur un temps long, une année et demie, pour faire des enquêtes. Si vous devez financer ça par des moyens classiques, c'est absolument impossible, voilà. Et c'est pas le monde de la recherche non plus qui va le faire, parce qu'on a d'autres impératifs de publication. Voilà, on va pas se rapporter finalement à ces acteurs et à ces situations de la même manière. Parfois, le monde de la recherche est aussi plus extractiviste, je crois qu'on peut on peut le dire de manière assez ouverte. Donc voilà, il y a cette difficulté-là de l'outil de travail, des conditions de travail, des conditions matérielles de l'enquête, qui est pas une question qui est du tout résolue, mais sur laquelle il faut arriver, je pense, à avancer, parce qu'on a besoin justement de ces enquêtes-là. Et puis se pose aussi 2 points, la question du type d'enquête qu'on mène. Pendant la pandémie, tout le monde disait faites votre enquête, sauf que parfois c'était pas des enquêtes, c'était plutôt des récits qui étaient portés. Donc là, parfois, il y a une indistinction entre le récit et l'enquête, mais c'est pas la même chose. À la fin de l'enquête, en général, on pense pas tout à fait la même chose qu'au début, alors que dans le récit, oui, par définition, d'une certaine manière. Donc là, il y a aussi une indistinction qui peut nuire aux vertus de l'enquête. Et puis un point qui est quand même aussi important. Alors moi, je vis dans le sud-est de la France, je vais pas dire exactement où, mais je crois que ça a été mentionné un peu précédemment. Moi, je vis aussi dans une collectivité qui essaie de mettre en place la redevance incitative sur les ordures. Ça se passe pas très bien. Il y a des gens qui enquêtent pour montrer que le calcul de la redevance n'est pas forcément hyper juste. J'ai l'impression que c'est pas des gens qui sont tout à fait du bord politique, des gens qui sont ici et complètement pro-écologie. Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que derrière, il y a des questions d'injustice qui peuvent en fait toucher tous les publics, y compris des publics qui, politiquement, ont des affiliations diverses et variées. Mais on pense assez rarement, du point de vue de la recherche, le fait qu'on peut aussi avoir des collectifs d'enquête qui sont pas 100% alignés avec ce qu'on imaginait être les collectifs d'enquête à la Dewey. Et je pense que c'est très important aussi qu'on pose cet élément-là sur la table, parce qu'en fait, ça fait partie aussi de la réalité avec laquelle les gens qui sont dans les collectivités ailleurs vont devoir et doivent déjà en fait se dépêtrer. Et puis une dernière incise et j'arrête vraiment avec le laboratoire Erasme du Grand Lyon. Alors là on est à Grenoble, mais c'est une initiative du Grand Lyon. Je les ai accompagnés récemment à mettre en place des outils à destination notamment des acteurs des collectivités pour se rediriger d'une certaine manière. Il y a aussi un élément, je pense, important qui fait écho à tout ce dont on a parlé, c'est que parfois aujourd'hui, il y a aussi un contexte global, idéologique, géopolitique, qui fait que les gens dans les collectivités sont confrontés aussi parfois à des rejets ou à des tentatives d'instrumentalisation qui sont en fait une instrumentalisation qui vient d'assez loin finalement, et la moindre controverse peut se transformer effectivement en un abcès de fixation très difficile à traiter, mais avec beaucoup justement derrière d'instrumentalisation. Donc ça aussi il faut y faire attention, et ça fait partie de la réalité à laquelle aujourd'hui très concrètement sont confrontés les managers, les manageuses dans les collectivités. Il faut l'affronter, j'allais dire de manière sans naïveté. Voilà. Merci. Merci Alexandre Monin. Et on le répétera pas assez, sans l'ANACT, en fait, on n'aurait pas pu mener ce travail. Donc, merci Vincent, et peut-être votre regard sur le travail qu'on a mené grâce à vous. Merci. Et surtout bravo, parce que c'est vraiment un super boulot, c'est d'une richesse franchement prodigieuse. Il y a une démultiplication des opérations d'enquête avec une finesse d'analyse rare. Donc, ça fait partie d'un des projets qu'on a soutenu dans le cadre d'un AMI. Il y en a 13 autres. Ça porte sur des structures publiques ou sur des structures privées. Ça attrape l'écologie dans un sens ou dans un autre. Et chacun de ces porteurs, à leur façon, ont essayé de tisser les liens entre la question des conditions de travail et la question de l'écologie, qui en fait, ces liens ne vont pas nécessairement de soi. Alexandra le rappelait tout à l'heure. Bien souvent, l'écologie est un peu distincte des questions de travail. Et notre ambition à nous, c'était de montrer en effet qu'il y a une importance à reconsidérer ces liens pour essayer de retrouver une capacité à agir
sur des problématiques qui nous sont chères, bien sûr, les conditions de travail, mais surtout la transformation du travail à l'aune de ce nouveau contexte, notamment de ce nouveau régime climatique. Donc vraiment, le projet là en question, il est super. Il a pointé des éléments, disons, épineux sur des problématiques RH et managériales. On a évoqué un certain nombre de risques, enfin vous l'avez fait à plusieurs reprises, les risques dermato, mais pour rebondir sur la question de tout à l'heure aussi des risques psychosociaux dans la relation qu'entretiennent les agents avec leurs collègues, leur strate managériale, mais aussi le public, et des questions épineuses sur le plan du dialogue social, parce qu'en fait la problématique écologique, elle remet sur le tapis des questions sociales qui parfois étaient sous le tapis. Et donc du coup, c'est au moins un double défi. C'est affronter les enjeux écologiques, mais aussi réaffronter les enjeux sociaux. Et quand j'entends de repartir sur le terrain, renouer le contact avec les agents, ça me met du baume au cœur, parce qu'il y a des réalités qui parfois échappent. Alors, on parle d'anthropocène, mais on pourrait aussi parler d'organocène. On voit la complexité organisationnelle, la capacité à déformer un certain nombre de préoccupations ou d'enjeux, bon, tout à fait considérable. Donc vraiment bravo, parce que ça nous nourrit, hein, ça nourrit, je crois, pas mal de gens, et y compris dans le collectif des porteurs de projets, ça a aussi beaucoup inspiré, et ça peut et ça a déjà donné lieu à des formes de coopération. Peut-être dire un mot en rebond à ce que disait Alexandra tout à l'heure sur l'enquête et sur la fonction gagnée en sensibilité sur les effets de nos activités productives. Peut-être gagner aussi alors on parlait d'habitabilité, mais gagner aussi en agissabilité, c'est pas bien beau, mais en gros retrouver un peu du pouvoir d'agir. Ça paraît vraiment, je crois, clé. Nous, notre mantra, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est le dialogue social, mais on voit à quel point ce ne sont pas simplement des enjeux sociaux, ce sont aussi le rapport au vivant, mais aussi, vous l'avez bien dit dans l'enquête, du rapport à la technique. Donc il y a toute une panoplie, disons, d'objets à traiter. Et donc là, il y a des enjeux de formation à ce que pourrait être un dialogue socio-technique renouvelé et qui vient s'appuyer sur des compétences à l'enquête pour, disons, reconsidérer un certain nombre de situations. Sur les transformations du travail, c'était vraiment riche, parce que ça montre tous les paradoxes, vous l'avez bien formulé tout à l'heure. Il y a des enjeux de sens, et en même temps il y a des enjeux de pénibilité, et des fois on ne sait pas bien comment gérer le truc. Ça montre aussi la complexité du travail réel, mais aussi les complications du travail à venir. Certes, il y a des enjeux dermato, donc peut-être qu'il faut se couvrir, mais travailler couvert quand il fait chaud, ça ne va pas de soi, et ça pose des problèmes managériaux assez... Voilà. Donc du coup, c'est toute la richesse de ces transformations, elle nous oblige à avoir un peu d'humilité sur notre capacité à, disons, à collectivement orchestrer un peu les choses. Donc j'ai aussi beaucoup apprécié tout à l'heure la formule autour de l'étiquetage, parce que ça nous oblige à reconsidérer que la question écologique, elle est aussi une écologie sociale, et la façon dont les collectifs disent qui ils sont, et aussi disent ce que sont les autres, et comment ils posent des étiquettes ou enlèvent des étiquettes. Donc on voit bien qu'il y a des formes d'entrepreneurs de morale qui sont à l'œuvre, y compris à travers la redirection écologique, et qui viennent se confronter à d'autres formes d'entreprises de moralisation. Donc il me semble que ça, c'est un point tout à fait clé, et il me semble, c'est ce que vous avez également souligné, sur la question du soin, le soin qu'on met dans son travail, le soin qu'on attache aux personnes, le soin qu'on attache aux objets. Et il me semble que ce que vous avez aussi montré, c'est le soin qu'on apporte aux projets. Alors comment on soigne les projets, et comment dans ces projets on fait participer de manière constructive différentes catégories. Nous, dans la question du dialogue social, c'est pour ça que j'aime bien l'enquête, on est toujours confronté à cette espèce de paradoxe, ou disons de confrontation entre ce qui relèverait de la représentation et donc du dialogue social institué, et ce qui relèverait de la participation, de plus ou moins formelle ou plus ou moins orchestrée par le management. Et donc cette tension, elle est toujours un peu compliquée. Il me semble que la troisième voie qui est proposée à travers l'enquête,
permettrait peut-être de dénouer ou de progresser en la matière. Merci Vincent Mondino. Alors peut-être le mot de la fin de cette séquence avec Alexandra Bidet pour savoir oui, si... Juste un mot pour vous dire, moi aussi, bravo. Je trouve ce travail vraiment, vraiment passionnant, à la fois en tant que tel et aussi dans les façons dont il s'occupe de cheminer au sein des services, au sein de l'organisation, et de se cumuler évidemment aussi avec d'autres. Et par exemple, du point de vue des jardiniers, je pensais à un travail que j'avais encadré d'un étudiant en master de sociologie à l'école des études sur le travail des jardiniers de la ville de Paris il y a quelques années. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de travaux aussi comme ça qui sont menés à différents niveaux d'institutions universitaires sur voilà des choses qui peuvent être tout à fait, qui peuvent vraiment entrer en dialogue avec ce qui se fait là à Grenoble et nourrir le questionnement. Merci Alexandra. On va passer à une toute petite séquence de questions de la salle et après, promis, on fait une pause de 5 minutes. Donc, parce qu'il y a une troisième séquence, mais beaucoup plus courte. Surtout pour l'intervention concernant le management troublé, c'est un sujet qui est extrêmement important, notamment dans les petites collectivités ou les moyennes, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on entend le témoignage de la ville de Grenoble, c'est quelque chose d'exemplaire, parce qu'en termes de services ressources ou services support, assez souvent on parle de services juridiques, les achats, etc. Mais sauf cette partie vraiment qui est accompagnement managériel ou bien accompagnement du changement. C'est extrêmement important parce que c'est aussi un service support dont on n'en parle pas, autant pour le juridique, ça saute aux yeux, pour les autres paramètres, finances, etc. Mais sur cette partie accompagnement vraiment du changement, on passe à côté, même si certains services s'appellent services ressources humaines, mais elles portent beaucoup plus le nom de service paye ou gestion de carrière, ou je ne sais pas quoi, mais il n'y a vraiment pas cette notion, je dirais, en profondeur qui porte sur la gestion des ressources humaines. C'est important aussi que je pose cette question parce que c'est organisé avec le CNFPT et justement quand on regarde aussi le catalogue de CNFPT, notamment pour former des coachs internes, des accompagnateurs de management et tout ça, il n'y a pas assez de formation, c'est-à-dire former des personnes qui accompagnent le changement ou qui accompagnent vraiment cette dimension managériale, il n'y en a pas beaucoup. Si vous voulez vous former par exemple un coach interne, etc., donc vous pouvez vraiment chercher. Et puis troisième élément, c'est que aujourd'hui, c'est un paradoxe parce qu'on voit émerger un peu toutes ces sciences psychosociales, communication non violente, psychologie positive, compétences psychosociales qui viennent à peine à rentrer dans nos écoles. Ils viennent juste de commencer un peu à être enseignés. Ça veut dire qu'on est tous ici, quelque part, une génération, je dirais un peu, qui demande un peu, ou qui peut peut-être aussi être en demande d'actualiser un peu notre logiciel, un peu en termes de ces compétences psychosociales, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important. On n'a pas été formé justement sur ces compétences psychosociales. Donc du coup, quand on se retrouve en situation de manager, ben oui, effectivement, on est en difficulté. Donc moi, ma question, et je dirais même ma demande, c'est qu'on essaye justement je ne sais pas de quelle manière, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'on a beaucoup parlé d'émotions. Non, on n'a pas beaucoup parlé d'émotions. On a juste parlé, il y avait juste une question qui a été posée brièvement. Moi, j'aimerais bien qu'on insiste sur le fait qu'on essaie de former des gens, des personnes, et que cette dimension psychosociale, justement, qui met en avant la gestion des émotions, l'accompagnement managérial, le fait que ces personnes-là qui travaillent sur les liens, sur les ciments entre les institutions qu'on a vues tout à l'heure et sur l'humain, puis je vais justement prendre une place et qu'on regarde aussi un profil dans les collectivités territoriales, au même titre qu'un responsable financier, un responsable ressources humaines, un service comme ce que vous avez à la ville de Grenoble, au Ravo, un service aussi qui est accompagnement du changement. Voilà. Donc ça, on le voit pas dans toutes les collectivités. Et je pense que c'est un exemple qui peut nous inspirer en regardant ce que fait la ville de Grenoble. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Moi, je suis donc Véronique Mallet et je m'occupe du campus de la transition, alors qu'il y a un nom proche, qui est une association qui forme les acteurs du changement autour des questions de transition écologique et sociale. Et par rapport à ce que vous avez dit, je voulais souligner qu'il y a quand même eu tout un travail sur les référentiels de compétences. Nous, au campus, on se sert du manuel de la grande transition qui a organisé ces compétences autour de 6 portes. Mais si on fait le lien avec les compétences
compétences Green Comp, ou donc ça c'est un référentiel européen, ou les compétences qui ont été travaillées par Peter Senge sur la systémie, ou les compétences de l'UNESCO, ou le référentiel de la conférence des grandes écoles. Bref, vous voyez qu'il y a plein de référentiels possibles. Et en fait, ils insistent dans ces questions de transition écologique exactement sur tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire la question de la pensée systémique, les questions d'éthique et de responsabilité, les questions de transformation des modèles mentaux, donc le cadrage des problèmes, l'adaptabilité, les questions de récit, de vision partagée, les questions d'apprentissage et d'action collective, et enfin les questions de coprésence, connaissance de soi, promouvoir la nature, reconnexion à soi et aux autres. Donc en fait, on voit que dans tous ces référentiels, globalement, ils sont organisés avec toutes les dimensions que moi j'ai entendues dans la table ronde qui vient d'être présentée. Donc c'était plus un commentaire qu'une question, mais Merci. ça fera peut-être écho. Véronique Mallet. Est-ce qu'une autre réflexion ou une autre question avant qu'on fasse le mot de la fin de cette séquence? Rapidement, moi je suis Corinne Lefort, je suis responsable des services extérieurs à la ville de JR, nouvellement en poste depuis 7 mois, donc je rejoins énormément Myriam dans son expérience. En fait, c'est rassurant quelque part de se dire qu'on vit des choses relativement similaires. Il y a énormément de ressemblances. J'ai pas de chef d'équipe, je suis en interface directe avec les agents qui, effectivement, eux, sont en attente de temps différents que peut avoir une institution dans sa réponse, et notamment dans les réponses des RH qui, à des moments, on peut pas tout prendre comme décision rapidement pour répondre à un problème là ponctuel. Il faut prendre le temps à un moment de effectivement globaliser les choses. Mais ce que les agents ne peuvent à des moments pas entendre tout simplement, et eux ils sont impatients de remplir leur mission de service public et de rendre service aux habitants. Et par rapport à ça, moi aussi tellement de jours j'ai envie de tout lâcher alors que ça fait que 7 mois que je suis en poste. Voilà, c'est pas si évident que ça. Je suis la première femme responsable dans cette commune aussi sur les services extérieurs, donc voilà, il y a aussi un levier non négligeable que j'ai jamais négligé dans tout mon parcours professionnel, non pas pour me poser comme victime, mais plus pour avoir une grille sociale d'analyse d'une situation supplémentaire. Et du coup, en fait, en me disant que on vit des choses similaires sur des collectivités à taille hyper différente, avec des équipes en quantité hyper différente, je me dis juste que ce que j'essaye de faire avec le service formation de la ville de Grenoble, par exemple, c'est de créer des formations en union avec le CNFPT pour essayer de coécrire des cahiers des charges de formation aux agents et de se dire, ça peut leur permettre d'avoir un espace eux aussi où ils peuvent juste rendre compte de leur quotidien à d'autres agents, d'autres collectivités, d'autres ampleurs, avec d'autres outils, d'autres moyens, parce que on n'a pas les mêmes moyens, je pense, clairement, et que de s'ouvrir aussi ces petits espaces entre responsables et entre agents, ça peut permettre aussi de se rendre compte de nos situations et déjà juste d'apaiser un peu toutes ces émotions, de dire non, demain je lâche tout. Bon, ok, j'ai qu'à y retourner quand même un peu et on verra si je fais 3 pas en arrière aujourd'hui et peut-être que demain ça sera 2 pas en avant. Mais c'est cette valse un peu qui à des moments, je te rejoins, est assez compliquée à vivre. Une dernière question? Non? Juste, je vais rebondir, je vais me permettre. Je voulais remercier aussi le CNFPT dans ce rôle d'intermédiaire qu'ils peuvent faire depuis 3-4 ans. Et dans cette mise en réseau qui est entre les collectivités qui essayent des expérimentations, et je renouvelle mes remerciements à Ute Tchepe, là, qui est près de la fenêtre, parce qu'elle travaille à l'INET, et en fait, grâce à elle, on a monté depuis 4 ans des actions de formation, notamment avec le campus de la transition à Forges, et puis aussi des réseaux qu'on peut faire entre collectivités. Il y a ici présent à la fois le CST, mais aussi le cercle bifurcation écologique qu'on a pu créer comme ça pour essayer d'expérimenter, parce que quelquefois, l'offre de formation du CNFPT répond pas exactement à ce qu'on aimerait faire. Donc on a besoin de ces espaces de création. Donc merci le CNFPT.
Donc, est-ce que certains voulaient répondre à les questions de la salle? Enfin, pardon? Oui, Kiftou, tu veux prendre le relais? Donc, Kiftou va faire une intervention et après je vous propose une pause peut-être de 10 minutes et la dernière séquence sera assez brève. Elle permettra de présenter les ateliers de l'après-midi et aussi une autre perspective, c'est de se dire, ce matin en fait on a eu 2 séquences pour parler de la manière dont la redirection écologique questionne en fait nos organisations et si demain les outils qu'on a développés là ou dont on a parlé permettaient aussi de travailler à l'échelle des territoires et des filières. Donc on aura 2 ou 3 petites interventions pour se dire est-ce qu'on passe à une autre échelle après la pause. Merci Kiftou. Merci. Je vous rappelle les mots. Pouvoir, ralentir, bon, transformer, coopération, imaginaire, espoir, joie, trouble, moderniser. Comment habiter le monde? Comment se reconnecter au vivant? Comment se reconnaître dans tous les versants de nos vies? Peut-être le travail porte le pouvoir, les pouvoirs, et pouvoir l'exposer aujourd'hui pour voir toutes ces facettes et ces facéties. S'aventurer sur les chemins des enquêtes, en quête de débusquer les bonnes pistes, malgré celles et ceux qui en ralentirent, sur l'ambiance révolutionnaire que développent celles et ceux qui rêvent d'évolution. Alors, explorons en collaboration nos ouvertures d'esprit et nos couvertures d'espoir, nos focalisations, nos folies locales ou nationales, nos responsabilités, nos disponibilités au changement. Aujourd'hui, changer de paradigme pour créer un nouveau paradis est un bond en avant, qui fait abonder les idées, les désirs, les délires, qui est un contre-pied pour percuter, pour performer, pour perforer hyper fort les idées arrêtées, pour transformer les visions, pour métamorphoser les divisions en union. Colorer le monde du gris au vert pour que la coopération et la coopétition opèrent ensemble, comme la pluie et le soleil font l'arc-en-ciel. Entre être terre à terre ou baigner d'imaginaire, sachons sortir de l'ordinaire, tirons les enseignements généraux de toutes les dimensions du taf, trions les renseignements générés de toutes les mesures et des gaffes. Dans cette démarche, rien n'est anodin. Tout n'est plus encore rodé. Il s'agit de passer du bac en plastique au bac en innovation. Il s'agit de sentir respirer la complexité des conditions de travail tout en prenant soin de l'humain et de la machine, de l'espoir et de la magie des possibles. Malgré les paradoxes, parfois à court de verre ou d'ouverture ou de verdure, malgré les parades sottes des pros de la rhétorique, dans toutes ces pérégrinations, la joie doit parrainer de façon pérenne les avancées. Qu'importe les troubles des projets, savoir trouver en soi cette force et la choyer dans un écrin en soi. Qu'importe les troubles des managers, jetés dans leur crise ou leur mise en quarantaine. Ménageons ces cadres, réaménageons leur code pour leur apporter plusieurs cordes à leur dos qui s'arc. Les délivrer de leur chaîne visible ou non, mais divisible sûrement, en libérant leurs paroles. Moderniser les organisations pour modéliser de nouveaux organes de décision et d'action, de nouvelles manières d'inventer, avec toutes les mains, toutes les mannes et toutes les matières. Tel le jardinier qui s'indigne quand les habitudes ou les habitants le bousculent. Cache ou pas, avec tout ce que cachent aujourd'hui les problèmes de la ville de demain. Entre funambules et acrobates, à l'heure des bifurcations, les managers n'ont pas encore la main verte. Mais tant qu'elle reste ouverte, toutes et tous ensemble invitons l'invention, l'innovation aux échanges, aux débats. Toutes et tous, agents ou gens, connectons-nous entre science et conscience avec conviction dans toutes les conditions de travail, de travers ou non, pour irriguer toutes les catégories, toutes les carrières et abaisser les barrières. Pour que toutes et tous adhèrent à chaque émergence de projet, permettre la singularité, la spontanéité, pour que chacune, chacun, chez chacune, chacun, ce soit la première nature.
Sans faire fi des difficultés, sans faire fi des difficultés pour embarquer sans embâche le plus grand nombre, en dissertant avec tous et toutes pour éviter les désertants, en restant en quête de paroles sans parade ni parodie, quand certains pensent soit interroger, soit se taire ou se terrer. Enfin, bravo. Bravo à toutes et tous pour vos projets, vos actions, vos combats, vos engagements et pour être présents dans cette salle. À l'aune de ce nouveau régime climatique et le régiment de questions sociales qui ne se tapissent plus mais qui s'affichent en tapisserie, répondons avec agilité, avec agilité, avec habilité, avec la panoplie des possibles qui s'offre à nous, parce qu'elle est riche, sans avoir à travailler à couvert pour œuvrer malgré les complexités, sans oublier le proverbe amérindien qui nous dit « On n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, on l'emprunte juste à nos enfants ». Merci encore, Kiftou.